Sur L'homme qui savait la langue des serpents, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui allait me toucher particulièrement. Et pourtant, c'est une introduction qui est un petit peu déstabilisante, hein, mais on a tout de suite envie d'aller un peu plus profond. Et c'est un bouquin que je continue encore aujourd'hui à laisser sur la table et à vendre énormément depuis le jour où c'est sorti en fait, hein. C'est vraiment la meilleure vente pour moi de ma librairie pendant toute l'année 2012, je crois. Et ça reste un best-seller à la librairie Oblique à Auxerre, en tout cas, les gens le conseillent, etc. En plus, on a eu la chance d'accueillir Andros Kivirak à Auxerre, je ne sais plus exactement le mois, je crois que c'était au mois d'avril. Et donc c'était une rencontre assez touchante parce que tout ce qu'il a pu expliquer sur ce livre, ça donnait des clés de lecture qu'on n'avait pas forcément en lisant directement, puisque c'est un pays, effectivement, l'Estonie, qu'on a découvert hein, grâce à ce bouquin, hein, pas dans sa réalité contemporaine, mais en tout cas dans sa sensibilité, dans sa culture. Le fait de le voir en vrai et qu'il nous apporte toutes ces clés de lecture, en particulier toute la réflexion sur la langue, qui, moi, en tant que premier lecteur, m'était passé complètement au-dessus, hein. Je n'avais pas du tout saisi la réalité linguistique de ce pays, et j'avais lu le roman comme une fable moderne. À nouveau avec Les Groseilles de Novembre, donc on est sur un livre qui se présente comme une chronique médiévale, en fait, aussi médiévale, comme une chronique médiévale, mais qui en réalité est une invention quasiment intégrale d'Andros Kivirak, puisque on a parlé des crates, ce qui est à peu près il y a aussi l'apparence on voit le diable assez souvent, des démons, des choses comme ça. Et dans son approche du texte, en fait, ce qui est assez intéressant, moi ça m'a fait beaucoup penser à ce que nous on a connu en Europe de l'Ouest pendant toute la période médiévale, et en particulier quand on est arrivé à partir du XVIe siècle dans le théâtre. euh, L'apparence du diable le personnage du diable était un personnage assez fréquent dans le théâtre médiéval, dans le théâtre de la Renaissance ensuite un petit peu, mais dans tout ce qui était les espèces de farces, les petites choses qu'on jouait comme ça sur le parvis des églises, qui étaient un petit peu à moitié païennes, mais qui en même temps se voulaient un petit peu pour montrer avec une certaine morale. En fait, il y avait toutes ces moralités, d'ailleurs ça s'appelait les moralités, ces pièces de théâtre. Ça m'a vraiment replongé dans cet univers-là, puisque on se retrouve avec les mêmes personnages, en fait, avec des personnages de démons, de diables, avec... alors la différence peut-être, c'est que chez Andros Kivirak, il n'y a pas nécessairement de morale. La morale, elle est complètement absente de tout ça, et tant mieux finalement, c'est que c'est beaucoup plus libre. Et c'est peut-être en ça que ça peut pas être un roman médiéval en fait. C'est que, à mon avis, il a cette intelligence contemporaine, justement, de ne pas apporter, de ne pas avoir ce poids ou de l'Église ou de la morale pour tirer son livre vers quelque chose qui pourrait être un petit peu rébarbatif. Et là, au contraire, on est dans une liberté totale. Son projet, c'est de traiter ça de manière purement naturelle, en fait. C'est ça. Et dans les Groseilles de Novembre, c'est absolument frappant de voir à quel point les personnages et comment tout le monde trouve absolument naturel d'aller parler avec le diable, trouve absolument naturel qu'il y ait des crates et de s'en servir, et que tout ça, c'est pas le sujet finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se sert de toutes ces petites choses, mais finalement, c'est pas du tout le sujet, quoi. Et dans L'homme qui savait la langue des serpents, c'était la même chose, c'était pas le sujet. Tout ça, ça servait, et tout ça, c'était de manière très naturelle. Quand on cherchait des points de rencontre, est-ce qu'il y a des gens qui font comme lui? Effectivement, les choses très très libres qu'on peut découvrir aujourd'hui, c'est dans la littérature jeunesse qu'on les trouve. C'est-à-dire des gens qui s'adressent, entre guillemets, à des enfants, et donc qui vont n'avoir aucun a priori, et qui vont se dire, les personnes qui vont me lire, c'est des personnes qui ont un imaginaire illimité, et donc on peut aller dans leur sens. Et effectivement, quand on fait de la littérature pour adultes, généralement, c'est très codifié, on va se dire, mais est-ce que je ne vais pas passer justement pour... il y a quelque chose d'un peu moins, d'un peu plus contraignant, il me semble. Et, lui, je pense que Kivirak se moque éperdument de pour qui il écrit. Et L'homme qui savait la langue des serpents, on le conseille aussi bien à des lycéens qu'à des gens de notre âge. Enfin, ça n'a aucune importance. C'est vraiment pas l'objet. Et effectivement, c'est cette liberté qu'on retrouve dans la littérature jeunesse. Alors, conteur, oui et non, parce que le conte, c'est le XXe siècle, enfin c'est même la deuxième moitié du XXe siècle qui en a fait des choses pour les enfants. Mais le conte n'a jamais été à destination des enfants. Dans tous les pays du monde, on raconte des contes pour tout le monde. C'est vraiment des choses qui servent
à l'imaginaire social, à l'imaginaire des petits et des grands. Et même, il y a beaucoup de contes dans beaucoup de civilisations qui ne sont pas du tout pour les enfants.